D'abord, cette suppression de la neutralité du net, expression un peu barbare qui revêt pourtant un principe de liberté fondamentale, accès garanti à tous les sites, à la même vitesse et au même prix. Les Américains viennent de provoquer un petit séisme. Nous verrons quels sont les dangers avec nos invités. D'abord, le point complet avec Héloïse Grégoire. C'est la fin de la neutralité du net. La démocratie sur la toile aux États-Unis serait donc morte. Vendredi dernier, l'administration Trump a renversé un principe fondateur d'Internet, celui de l'égalité entre les contenus. Internet, si vous voulez, c'est un peu comme cette autoroute. De YouTube à une petite start-up, les données circulent à la même vitesse, c'est le principe de la neutralité numérique. Que vous soyez Facebook ou une entreprise de bijoux, peu importe, la vitesse de chargement est la même pour tout le monde. Mais depuis la décision de la Commission fédérale des communications, les sites américains ne seront plus traités de la même manière. Il y aura désormais un débit classique comme sur cette file tout en bas qui roule lentement. Et sur la file du haut, vous pouvez observer un autre débit, celui-ci est nettement plus rapide. Pour aller sur cette voie dite rapide, eh bien, il faudra payer un supplément. Les géants du web comme Facebook ou Google pourront se permettre d'acheter cette connexion plus puissante, contrairement à notre petite start-up de bijoux. Du côté français pour l'instant, la neutralité du net est protégée par le droit européen et inscrite dans la loi française. Le PDG d'Orange a récemment déclaré être favorable à cet Internet à deux vitesses. Le débat ne fait que commencer. Avec nous, pour aller plus loin sur ce plateau, Monique Dagneau, bonsoir. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la jeunesse et des médias, ancienne membre du CSA et auteur de ce livre, Le modèle californien, chez Odile Jacob. Merci à vous d'être ici. Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net, c'est une association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Jean-Baptiste Souffron, avocat spécialiste du numérique, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Enfin, Laurent Calixte, journaliste high-tech indépendant. Merci à tous les quatre. Laurent Calixte, je vais justement commencer par vous. Pourquoi les Américains ont supprimé cette neutralité du net? Quelles sont les motivations? Est-ce qu'on arrive à comprendre cette décision? C'était une forte demande de certains lobbies des opérateurs télécoms qui étaient un petit peu excédés de voir que la valeur, en gros, de l'Internet était accaparés par ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Et que eux, qui construisent les réseaux, donc qui mettent les mains dans le cambouis, qui tirent des câbles, qui tirent de la fibre, ils font beaucoup d'investissements, mais au final, les revenus et les bénéfices, c'est pas pour eux, c'est pour les GAFA. Alors évidemment, il y avait un lobbying intense à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle ils ont eu gain de cause, puisque Trump n'est pas très pro-GAFA, il n'aime pas trop les jeunes gens dynamiques et cool de la côte ouest, c'est plutôt le old school, tel qu'on connaissait sous Nixon, etc., en une version encore différente. Et donc, évidemment, il y a une sorte comment dire, le balancier s'inverse un petit peu, et là, ce sont les opérateurs télécoms qui ont eu gain de cause. Jean-Baptiste Souffron, pourquoi est-ce si grave? Est-ce que ça peut s'apparenter à de la censure? Est-ce que ça peut être une des conséquences possibles? Oui, ça peut s'apparenter sous une certaine forme à la censure, mais ce qui est en train de se passer et qui est très gênant pour nous, Européens, c'est que finalement, dans l'ensemble du monde, on est les seuls à garantir la neutralité du net, et notamment grâce à régulations qui ont été passées par la Commission européenne et qui sont maintenant en train d'être mises en œuvre. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a en gros un Internet chinois d'un côté qui est totalement inaccessible pour à la fois les usagers et les entreprises françaises et européennes, un Internet américain qui maintenant va devenir inaccessible à moins de passer des accords et donc de payer pour pouvoir y accéder. Et par contre, tout le monde va pouvoir venir se servir dans l'Internet européen. Et donc, tout ça pourquoi ? Donc, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui s'est créé. On est un petit peu les dindons de la farce. Et ça montre surtout notre incapacité à pouvoir convaincre les partenaires américains ou les partenaires chinois de s'ouvrir et de nous laisser, nous aussi, commencer à proposer des services, à faire des choses. C'est d'autant plus triste que c'est quelque part en Europe que l'Internet a été inventé. Et finalement, on se retrouve les seuls à avoir envie de le protéger. Monique Dagneau, vous êtes d'accord? C'est un petit séisme? C'est absolument un séisme parce que, si vous voulez, le net, au départ, s'est construit sur un certain nombre d'utopies, mais de valeurs, de principes, et notamment le libre accès de tous à ce réseau. Ça devait être un réseau ouvert dans lequel les consommateurs, qui peuvent être aussi des producteurs de contenu, avaient du pouvoir, le pouvoir, comme d'autres, comme des opérateurs. Et je dirais que finalement, les amoureux de l'Internet des origines, alors il ne faut pas toujours retourner et adorer absolument les origines, mais ils voient pas à pas tout un ensemble de principes bafoués pour de la marchandisation. Déjà, l'Internet est envahi par des logiques marchandes. Oui. Et aujourd'hui, ce principe de la neutralité du net, c'est-à-dire l'idée que c'était un bien commun,
eh bien, il est effectivement, il risque d'être bafoué, en tout cas aux États-Unis encore, que l'histoire n'est pas terminée, et aussi en Europe. Et à ce moment-là, eh bien, disons que cette utopie, mais qui a quand même... Vous vous souvenez, le monde, quand il n'y avait pas Internet? Non, on a tendance à l'oublier. Ça a quand même beaucoup changé la société. Et ce principe-là est un élément structurant de ce projet, qui est d'une certaine façon un projet politique. Et il va être maintenant... il risque d'être bafoué. Benjamin Sonntag, on assiste à une atteinte aux libertés fondamentales des Américains avec cette suppression? Alors oui. Et on craint même à la Quadrature que ça déboule en Europe, parce qu'on a souvent l'Europe qui prend pour exemple ce qui est fait par nos amis américains, ou réciproquement, des fois les États-Unis copient les directions européennes. Donc on a très peur que ça donne des velléités à des sociétés comme Orange, qui récemment encore disait on a besoin de pouvoir enlever cette régulation européenne pour pouvoir faire les réseaux 5G. Il faut être très clair. C'est une directive, je le dis pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, c'est une directive européenne votée en 2015, effectivement, qui est censée nous protéger de cette suppression de la neutralité du net. Tout à fait. Et donc aux États-Unis, c'est très grave parce que ça va en effet faire cet Internet à deux vitesses. Ça va aussi empêcher l'innovation puisque ça empêche des nouveaux services de pouvoir accéder finalement au réseau Internet, donc aux abonnés finaux de manière non discriminée. Donc c'est une vraie atteinte aux libertés d'information, de disponibilité de l'information. Alors il y a un risque pour l'Europe. En France, certains s'inquiètent tout de même d'une suppression de la neutralité du net, à tel point que Paula Forteza, elle est députée La République En Marche, elle a présidé un groupe de travail sur la démocratie numérique et elle préconise l'ajout de la neutralité du net dans la Constitution française. Et voici ce qu'elle a déclaré très récemment. Il est nécessaire de l'inscrire dans la Constitution pour la mettre au niveau d'un droit fondamental qu'on ne puisse pas reculer. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça pourrait nous protéger, Laurent Calixte? Oui, ça pourrait nous clarifier les choses, mais en tout cas, il faut aussi prendre en considération le fait que c'est un match à 3 acteurs, finalement. Il y a les gros, les très gros et les petits. Alors les gros, c'est les opérateurs et c'est les méchants en général, c'est-à-dire que c'est pas des boîtes sympas, il y a des problèmes avec les services clients, les gens les aiment pas trop. Il y a en bas les utilisateurs, nous qui veulent pouvoir accéder à Internet facilement. Il y a les très gros, donc les GAFA, qui ont à la fois l'avance technologique, les revenus, la trésorerie, tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Mais alors le souci, c'est que si effectivement, et là c'est vrai que les opérateurs, ils ont fait un petit faux pas en étant aussi, comment dire, distants avec leurs clients via leur service clientèle parfois défaillant, je cite personne, c'est pas la peine, mais le fait qu'il y ait une sorte de glam comme ça, ou de hype, excusez-moi pour le terme, autour des GAFA, fait qu'on oublie quelle est l'importance des opérateurs dans cette question, et même si l'accès au net doit être absolument préservé, il ne faut pas oublier que en France, 80% tout ce qui concerne le chiffre d'affaires, les impôts, les investissements et l'emploi en France dans l'univers télécom Internet, 80% c'est payé par les opérateurs. C'est-à-dire payé par nos abonnements, faut le payé rappeler. par nos abonnements. On paye 30 € par mois, par exemple, pour accéder à Internet chez soi. C'est ça qui finance les opérateurs et les infrastructures. Donc ils n'ont pas besoin de demander plus de part du gâteau. Exactement. Il faut se méfier. Normalement, la loi impose. Aux États-Unis, c'est le Mirpipe. En Europe, c'est pareil. Est-ce que si vous avez un tuyau, vous êtes fournisseur d'accès Internet, comme la Poste est un fournisseur de courrier, vous n'avez absolument pas le droit de toucher à ce qui se passe dans le tuyau. Vous êtes censé être neutre, comme la Poste ne va pas transporter un colis juste plus un rapidement. transmetteur. Voilà. Je voudrais juste terminer la comparaison. 80% donc, des investissements de l'impôt, etc., c'est les opérateurs. En France, c'est l'étude McKinsey, mais payée par les opérateurs. Donc bon, voilà. Oui. Et en face, les GAFA ne contribuent qu'à hauteur de 1% au niveau, ou 2% pour les impôts, l'investissement et l'emploi. Mais le souci, c'est qu'effectivement, si tous les investissements, ce sont les opérateurs via nos abonnements qui les financent, pour les GAFA, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux, ils n'investissent pas dedans. Et en revanche, les gens s'abonnent via les abonnements FAI et eux n'ont pas eu besoin d'investir dans ces réseaux, ce qui pose un problème. Alors, attention, il faut bien voir également que ce qui risque de se passer avec la fin de la neutralité du net, c'est des tarifications... Aux États-Unis, aux États-Unis, absolument, des tarifications terribles comme ça, ce qui va nous rappeler les tarifications... On voit pas grand-chose, mais... Ouais. Oui, alors, ça, c'est ce qu'ils ont fait au Portugal. En plus, je l'ai mis à l'envers. C'est ce qu'ils ont fait au Portugal il y a 4 ans, mais ils ont renoncé depuis. Je suis retourné sur le site, il n'y a plus cette offre-là. Ouais. Vous avez 10 € par mois ou 20 € par mois pour X mégas, mais en plus, si vous prenez 4,99 €, vous avez YouTube et la vidéo, ou alors vous
pouvez avoir pour 4,99 €. Donc c'est à la carte, quoi. C'est à la carte, mais en plus. Et moins on a d'argent, moins on a d'accès à Internet. voilà. Donc une inégalité. Est-ce que ça pourrait arriver en France? Est-ce que ce que propose la députée La République En Marche... Écoutez, je suis d'autant plus d'accord avec cette proposition que c'était une proposition qui avait été faite dans le cadre du Conseil national du numérique il y a déjà 6 ans. Et simplement, ce dont il faut avoir conscience, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, la neutralité du net, c'est un concept qui a été créé, qui a été formulé pour résoudre des problèmes très précis aux États-Unis, notamment le problème qui a démarré au moment où plein de petites startups commençaient à avoir envie de proposer des projets innovants à tout un tas de gens qui, pour l'instant, devaient avoir besoin d'y accéder. Est-ce qu'on va faire payer plutôt la plateforme de vidéo qui a un accord avec AT&T ou avec Orange, ou plutôt la plateforme de vidéo qui a un accord avec un autre? Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation nécessairement de toutes petites startups qui sont comme ça faibles et fragiles. Il y en a qui sont plus neutres que d'autres. C'est-à-dire que est-ce que vraiment la neutralité répond aux questions que se posent les gens aujourd'hui? Le souci, c'est que c'est vrai que le SAV de Orange est peut-être pas satisfaisant. Il ne l'avait pas cité. Mais est-ce qu'on parle du SAV des plateformes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà essayé de faire supprimer un contenu offensant? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous plaindre parce que vos données ne disparaissaient pas alors que vous vouliez partir du réseau? Est-ce que vous avez... En fait, on se retrouve avec des structures qui sont devenues tellement importantes et tellement grosses que, d'une certaine manière, il y a une espèce de fusion qui s'est faite entre ce qu'on appelle les OTT, c'est-à-dire les grandes plateformes, et les opérateurs. Si bien que, alors qu'au départ, c'était ces OTT, c'était ces plateformes qui défendaient leur droit à utiliser le réseau gratuitement pour pouvoir fournir des services très innovants aux usagers, tout d'un coup, ils ont commencé à dire, vous savez, au fond, on a de l'argent. Et puis, on a aussi des usages. On peut peut-être réussir à s'entendre. Et on n'a pas entendu, les GAFA n'ont pas été les plus ardents défenseurs de la neutralité du net ces derniers jours. Hein. Monique Dagneau C'est vrai que les GAFA, d'une certaine façon, ils sont indirectement bénéficiaires de cette neutralité du net, d'une certaine façon, puisque c'est... Donc, mais je pense quand même que ce principe est un principe fort qui doit être associé avec ce moyen de communication. Ça, c'est une première chose. Et que si on veut effectivement impliquer financièrement davantage les GAFA, il y a d'autres moyens. Comme vous savez, ils ne payent presque pas d'impôts. Oui. Donc, je pense que le combat contre les GAFA, ce n'est pas nécessairement en passant par la suppression de la neutralité du net, qui me semble un principe très fort sur lequel il faut se battre en Europe. Jean-Baptiste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est à leur avantage, parce que maintenant qu'ils vont mettre fin à la neutralité du net, ils vont empêcher de futurs concurrents d'arriver. Ils sont sans arrêt inquiets de perdre leur part de marché, de perdre les jeunes, ainsi de suite. Là, demain, si je lance un nouveau réseau social de partage de photos ou de vidéos, eh bien moi je vais devoir payer pour accéder aux usagers. Alors qu'il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Qui ça avantage? Ça avantage ceux qui aujourd'hui ont les moyens de payer. Il se trouve que la plupart des grands acteurs ont les moyens de payer. Et pas les donc autres. En fait, ça ne les embête pas. Et vous parlez des jeunes. Il y a effectivement un autre sujet d'inquiétude qui préoccupe les autorités, toujours concernant Internet, c'est l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes. La garde des Sceaux et le secrétaire d'État au numérique viennent de proposer un nouveau projet de loi visant à fixer un âge minimum, 16 ans avant de pouvoir y accéder sans autorisation parentale. Nicole Belloubet a un petit peu développé l'idée la semaine dernière en compte-rendu du Conseil des ministres et je voudrais qu'on l'écoute. Ils seront mieux protégés parce qu'il faudra l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale pour qu'on puisse consentir au traitement de leurs données par les services de la société de l'information tels que les réseaux sociaux. Donc l'inscription sur Facebook supposera une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 16 ans. Monique Dagneau, je voudrais l'avis de la spécialiste de la jeunesse. Oui, vous riez. C'est un vœu pieux, ça veut dire que c'est impossible. Non, je ne dirais pas comme ça. Si vous voulez, pour avoir régulé les médias, en l'occurrence les vieux médias, je sais que tout ceci est très à la fois complexe et sujet à polémique. Oui. En fait, elle a tout à fait raison de se préoccuper de ce sujet parce que, je dirais aujourd'hui, mais ça fait déjà longtemps, la question des écrans, la présence des écrans, la captation des jeunes par les écrans et par tout ce qu'ils offrent, c'est toutes ces promesses qu'ils offrent à l'infini, c'est peut-être le sujet d'inquiétude primordial dans les familles, à la limite presque autant que les études des enfants. En tout cas quotidienne, très présente. Quotidienne, très présente. Et puis, mais on se posait déjà cette question des écrans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 20 ans, il y a un texte célèbre qui s'appelle « La démocratie, un danger pour nos enfants », qui était à propos de la télévision. Donc déjà, on se préoccupe. Alors maintenant, ça, évidemment, cette inquiétude s'est décuplée avec Internet. Donc, je trouve tout à fait logique que les pouvoirs publics s'en inquiètent. Mais le sujet, c'est que... Allez-y. Il est difficile disons, la régulation d'Internet,
il y a différentes façons de réguler les médias. On peut user de moyens techniques, mais bon, c'est pratiquement impossible, sauf éventuellement inciter, mais à nouveau, c'est les parents qui peuvent les mettre, les processus de filtrage. Mais on ne peut pas interdire un réseau social à un enfant. On peut par contre, ce qu'on a fait beaucoup en télévision et qu'on continue de faire, c'est donner de l'information pour les parents. Et donc multiplier les recommandations envers les parents. Alors évidemment, les parents aussi sont réagissent paumés et puis réagissent de façon assez différente les uns les autres. Mais disons que rappeler aux parents que éventuellement ils doivent donner, mais qu'est-ce que ça va être donner cette autorisation? J'imagine que ça va être un clic supplémentaire parce qu'aujourd'hui, par exemple, Facebook et normalement on ne peut pas accéder à ce Facebook si on n'a pas 13 ans. Oui, mais il y a plein de jeunes qui n'ont pas 13 ans et qui sont sur Facebook. Donc, c'est une difficulté, mais rappeler... même, je dirais, avoir, disons, des incitations fortes vis-à-vis de ce sujet des écrans lents, parce qu'on peut aussi parler qu'est-ce que ça fait, les écrans. Oui, on va en parler peut-être. Mais je trouve ça très justifié de la part des pouvoirs publics et il faut trouver les moyens. Alors, c'est justifié, mais est-ce que pourtant c'est faisable? Alors, c'est faisable. Moi, ce qu'on pense à la Quadrature là-dessus, c'est que interdire, en effet, n'est jamais une solution. Je veux dire, typiquement, les Britanniques le font et c'est une catastrophe, parce que on se retrouve coupé de la moitié de l'Internet en tant que citoyen majeur alors qu'ils veulent protéger les enfants. En France, pour ça, les fournisseurs d'accès sont obligés de fournir des filtres parentaux activables. Donc, c'est plus ou moins réglé en grande partie. Par contre, pour ce qui est des réseaux sociaux, moi, ce qu'on envisage surtout, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait une meilleure information sur les données qui sont exploitées. Et là, pour le coup, ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne aussi les adultes. C'est-à-dire Et si Facebook, Google, Twitter, leur modèle économique, c'est nous, on est le produit qui est vendu. Oui. On n'est pas du tout client de ces sociétés. Donc, le fait de le savoir, le fait d'en être conscient, le fait de peut-être avoir des gens qui nous... Ça ne protège pas un jeune ça nous protège pas, mais sur les réseaux sociaux ou le fait que les parents soient plus au courant de ce que sont ces plateformes, de la façon dont elles maltraitent nos informations, de la façon dont elles nous maltraitent en montrant, en nous manipulant quelque part. C'est vraiment des experts de manipulation aussi. Il y a même une section de Stanford qui s'appelle la captologie qui est dédiée à ça, à faire des interfaces qui vont capter l'attention, donc informer déjà énormément, beaucoup plus sur ces sujets. Et on attend les médias aussi là-dessus d'ailleurs, les médias principaux. C'est pour nous le sujet majeur. Après, les enfants, c'est les parents qui vont contrôler ce qu'ils veulent faire avec leurs enfants et choisir ce qu'ils veulent leur autoriser ou ne pas leur autoriser. Laurent Calixte, et ensuite vous, c'est pertinent d'essayer d'interdire à des jeunes de moins de 16 ans? Il y a un parent qui avait eu une excellente recommandation vis-à-vis de ses enfants, c'était Steve Jobs, il avait interdit l'iPad à la maison. Oui. Bon, il y a d'autres milliardaires de la Silicon Valley. Alors sans aller jusque-là, est-ce que c'est une manière, c'est un début pour protéger les jeunes? Parce que si j'ai bien compris, Nicole Belloubet veut protéger les jeunes de moins de 16 ans, des mauvaises rencontres sur Internet, des suicides, du harcèlement. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est le harcèlement qui est l'un des pire problème, ou l'un des principaux problèmes qu'il peut y avoir sur Internet, parce que ça peut être quotidien, c'est dans leur environnement proche à l'école, c'est très violent psychologiquement de se faire, harceler sur les réseaux sociaux parce que ça reste, c'est écrit, etc. Et ça continue à la maison. Voilà. Et alors, vous disiez, c'est une solution peut-être excessive, mais d'abord, c'est pas le seul milliardaire, enfin, il est décédé maintenant, mais d'autres milliardaires de la Silicon Valley réglementent l'accès aux réseaux sociaux, aux technologies qu'ils ont eux-mêmes inventées. Donc, à partir du moment où c'est eux qui les ont inventées, on peut peut-être leur faire confiance pour savoir si c'est ou non nuisible dans telle ou telle circonstance. Sauf que c'est un peu trop tard. Le truc est bien diffusé. Jean-Baptiste Souffrance. Non, mais il y a deux points. Le premier, c'est que, d'un point de vue critique, le souci, c'est qu'en fait, l'âge va être différent en fonction de chaque pays européen. Donc ça, c'est un peu dommage. On aurait bien aimé peut-être que là-dessus, les pays européens se mettent d'accord. La fourchette haute, justement, c'est 16 ans d'ailleurs. C'est ce que demande la France. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. C'est entre 13 et 18. Et donc, en fait, on va sans doute en avoir qui seront en dessous. C'est un peu compliqué. On aurait aimé un âge commun pour toute l'Europe. Mais peut-être que c'est pas possible. Hein. Donc, après tout, mais c'est dommage. Mais surtout, il faut le voir à l'envers, en fait. C'est-à-dire que l'idée, bien sûr, que les parents, est-ce qu'ils vont interdire, pas interdire, ça, c'est l'éducation des parents et leur rapport avec leurs propres enfants. Mais à la fin, si votre enfant se fait agresser sur les réseaux sociaux et qu'il est victime, qui commence à se faire harceler par d'autres enfants, à ce moment-là, vous pourrez dire, mais attendez, monsieur Facebook, monsieur Twitter, monsieur machin, mais comment ça se fait que vous n'ayez pas été capable de les contrôler? Et dans ce cadre, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément rappelé parce qu'on ne met pas forcément en lien, mais ça fait partie du nouveau règlement sur les données personnelles où le montant des sanctions qui est prévu pour ces entreprises est de 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Et donc peut-être au début, on va être un petit peu dans l'attentisme en se demandant ce qui va se passer. Mais quand on commencera à avoir des dizaines d'enfants qui se font harceler, des suicides, des gens en dépression, des gens détruits, à ce moment-là, je pense que les sanctions commenceront à tomber et à la fin, qui c'est qui va apporter la solution pour gérer ces enfants
sur Internet et sur ces réseaux, ou plutôt pas sur Internet, sur ces réseaux, parce que c'est bien ça qui est concerné, en fait, c'est eux qui vont devoir trouver les moyens de le faire. Et en fait, ça passe par des modérateurs, des outils technologiques, ça passe par de l'argent. Et la clé du problème à la fin, c'est à quel moment est-ce qu'on réinvestit dans le confort et la sécurité de ses usagers? On est face à des entreprises qui refusent d'investir, qui considèrent qu'en fait c'est très bien comme ça et qu'on n'a qu'à faire, qu'on n'a qu'à continuer comme ça. Et puis tant pis si ça fait un petit peu des personnalités cassées à la fin. C'est pas acceptable. Une question un peu vicieuse peut-être, mais vous allez me répondre très franchement. Est-ce qu'on peut imaginer que l'État, qui est en train d'essayer de réguler, se couvre aussi juridiquement? C'est-à-dire que s'il dit Facebook est interdit aux jeunes de moins de 16 ans, qu'il arrive un drame, un jeune qui a été harcelé, des parents qui portent plainte, et l'État peut dire bah oui, mais c'était interdit aux moins de 16 ans, vous n'auriez pas dû lui créer son Non, compte je ne le Facebook. pense pas, parce que si c'était la situation, d'abord l'État, lui, il a un retour direct des citoyens à chaque élection, et puis de façon générale, tout le monde passe son temps ensemble. Je doute fortement que la ministre de la Justice ait envie d'avoir les gros titres disant qu'elle explique ça comme ça à quelqu'un qui vient de vivre un drame. Ça serait extrêmement mal vécu. Ce retour direct du citoyen, il ne faut pas le nier, c'est ça qui fait le fondement de la démocratie. Et c'est la différence avec ces entreprises qui restent des entreprises. Donc, Alors, nous, on est des usagers. On va avancer un petit peu, on va en venir à ce dont vous parliez tout à l'heure. On vit tous avec Internet, avec les réseaux sociaux, ça fait partie de notre quotidien. Pourtant, aujourd'hui, certains ont des regrets, effectivement, notamment des anciens cadres de Facebook. Vous allez l'entendre, eux parlent carrément de destruction du lien social. Écoutez, l'ex-vice-président en charge de la croissance et de l'audience du groupe. Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social sur lequel est fondée notre société. Je peux contrôler mes décisions, c'est-à-dire que je n'utilise pas cette merde. Je peux également contrôler les décisions de mes enfants et ils ne sont pas autorisés à utiliser cette merde. Et il n'est pas le seul à émettre de telles critiques. Justin Rosenstein, le créateur du bouton j'aime sur Facebook, a confié au Guardian sa volonté de bouder les réseaux sociaux et de mettre un filtre pour ses propres enfants. Sean Parker, ancien président du groupe, nous dit « Dieu seul sait ce qu'ils font au cerveau de nos enfants ». Et ces gens envoient leurs enfants dans les écoles de la Silicon Valley où, écoutez bien, les iPhones et les iPads et même les ordinateurs portables sont interdits. Ça fait quand même froid dans le dos d'entendre ça, Monique Dagneau. Bon, ça ne m'étonne pas parce que regardez Elon Musk qui investit dans l'intelligence artificielle, il est en train de décrire un monde apocalyptique dans lequel on entrerait. Donc c'est une façon, une posture du monde, disons, des grands capitalistes qui jouent de tous les côtés. Non, ce que je pense, on parlait du harcèlement, c'est vrai que c'est pas que le harcèlement. Ça touche quand même pas tous les jeunes, Dieu merci. C'est vrai que l'Internet, c'est une façon de prendre du temps. Il y a des promesses continuelles et les jeunes passent de plus en plus de temps dans ce monde-là. Et donc, c'est un monde, qu'on le veuille ou non, qui est les écrans, c'est addictif. Il c'est parle plus de addictif boucles que les livres. fonctionnant sur la dopamine. Oui, mais c'est exactement ça. Le vrai sujet, c'est le temps que vous y passez. Alors, il y a aussi le harcèlement, mais tout le temps consacré, c'est à la fois... ça vous transforme un peu le cerveau. Enfin, aujourd'hui, il y a des très bonnes études, justement, à partir de l'imagerie médicale. On voit bien quand même que ce mode de fonctionnement dans la société, par les réseaux sociaux, par l'Internet et par le retour en permanence avec d'autres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ça transforme le cerveau, ça amoindrit les capacités de concentration sur une période longue, enfin sur un temps long, donc d'où problème pour l'école. Mais surtout, je dirais, c'est le temps que vous ne passez pas à faire d'autres choses. Et notamment... à sortir, lire, voir des amis. Mais pas que lire, faire du sport, sortir, voir d'autres personnes dans le monde réel, même si je vous garantis que la sociabilité des jeunes aujourd'hui dans le monde réel, il est toujours aussi importante, sinon plus. C'est déjà rassurant. C'est déjà rassurant. Une bonne nouvelle. Oui, ça, je peux vous dire. Il n'y a pas de problème. Les sorties, les fêtes avec les amis, c'est très, très présent. L'un n'empêche pas l'autre pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est quand même une question publique, enfin d'ordre public, c'est cette addiction potentielle à laquelle cèdent finalement quand même pas mal de jeunes. Et il faut trouver des moyens de limiter, d'informer, de pousser les jeunes à faire d'autres choses, etc. C'est dans le cadre éducatif parental ou d'ailleurs à l'école, c'est un sujet crucial de l'époque. Alors par souci d'équité, je vais quand même vous donner la réponse de Facebook au jeune homme qu'on a entendu tout à l'heure. En grandissant, nous avons réalisé
réalisé que nos responsabilités avaient elles aussi gagné en importance. Nous prenons notre rôle très au sérieux et travaillons dur pour nous améliorer. Est-ce qu'on peut faire confiance à Facebook pour ça? Absolument pas, c'est leur modèle économique. Je veux dire, si demain, typiquement, l'argumentation dont parlait M. Souffron tout à l'heure sur les données personnelles en Europe va aider énormément à lutter contre des plateformes comme Facebook ou Twitter ou d'autres dont le modèle économique c'est d'exploiter nos données, je le disais tout à l'heure. Et nous, ce qu'on appellerait aujourd'hui de nos voeux, ce serait d'ajouter de l'éthique chez les ingénieurs. C'est quelque chose qui, moi, me fait halluciner. Je fais 3-4 conférences par an où on discute technique avec des ingénieurs en école d'ingénieurs. Et très rarement, ils ont une conscience de la dangerosité et des conséquences des codes qu'ils peuvent écrire et des interfaces qu'on leur demande d'écrire et des programmes qu'on leur demande d'écrire. On a eu le cas avec Volkswagen et le diesel où il y a carrément des morts. Avec Facebook et avec les plateformes qui exploitent en masse les données des internautes, il y a un problème d'éthique dans l'ingénierie et dans le design industriel. C'est possible ça, de créer un comité d'éthique des ingénieurs de ces grands groupes ? Il faudrait avoir des cours dans les écoles d'ingénieurs. Alors là, c'est une longue vue, hein, c'est pour d'ici 15-20 ans. Donc, mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas, si on le met aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, on peut éventuellement avoir des ingénieurs et des développeurs qui ne sont pas juste des gens qui crachent du code, à qui on demande des choses qui finalement n'arrivent pas jusqu'à leur cerveau en mode mais quelle société on est en train de construire? C'est ça la vraie question. Et le pire, c'est que Mark Zuckerberg savait très bien dès le début quel était l'impact sociétal de son invention, parce qu'au début, il n'y avait que le like. C'est qu'après qu'il y a vu des boutons « j'aime pas, je suis en colère », etc., il savait sans doute dès le début que s'il mettait des boutons « j'aime pas », ça risquait de propager des ondes négatives et que ça serait pas bon pour les utilisateurs. Sauf qu'il n'y a pas eu finalement « j'aime pas », hein. Il y a la colère, la tristesse, il n'y a pas « j'aime pas ». Il n'y a pas « j'aime pas », mais il y a la colère. Il y a eu polémique, il y a eu débat, mais il n'y a pas eu. Absolument. Mais ce dont on se rend compte, c'est que pour eux, les clashs, ils adorent ça. Ça maintient les gens en ligne et ça les excite et ça leur permet de continuer à dialoguer, donc ça fait monter l'audience, etc. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus rapides pour censurer un sein nu, par exemple, que pour censurer des gens qui disent des horreurs racistes. Mais alors, il n'y a qu'à montrer le tweet ou le post Facebook. On se dit, mais il faut que ça sorte tout de suite. Ah non, on va les laisser s'étriper encore quelques instants. Ça va augmenter l'audience. Je le vois avec Twitter, où je suis en cure depuis 8 jours, parce que ça a tendance à me rendre méchant, caustique et agressif. Et ça, honnêtement, je m'en suis rendu compte. Mais pourquoi je réponds à la ministre qui m'a rien fait? En plus, bon, c'est la ministre, donc c'est peut-être pas très intelligent de s'attaquer directement. Oui, voilà, enfin, on a le droit en même temps de dialoguer, mais pourquoi je lui dis ça, etc. Vous-même, vous vous êtes arrêté? Ah bah, je fais une diète, zéro Facebook ni Twitter depuis ce matin. La semaine dernière, c'était une semaine sans Facebook. J'ai craqué un peu sur la fin parce que c'était compliqué. Twitter, pareil. Mais c'est comme des cures de désintoxication, c'est un peu inquiétant quand même. Non, moi j'avais écrit un article pour dire qu'il faut éviter de se servir de réseaux sociaux à partir de 9h du soir. Mais moi, ce qui me surprend, c'est le manque de dignité, en fait, à la fois de ce dirigeant de Facebook, comme ça, qui n'a pas honte de déclarer comme ça. Et on sent derrière il a presque envie qu'on continue à l'aimer quand même. Vous parlez de l'ex-cadre qu'on a entendu. Il a quitté l'entreprise il y a 6 ans. Hein. Peut-être, mais c'est son travail et il n'apporte pas de solution, il n'apporte pas de réponse. Et il se contente de dire que ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, son approche est extrêmement démagogique parce qu'à la fin, quels sont les vrais problèmes? L'addiction, peut-être. Mais ce qui pose réellement souci derrière, c'est le harcèlement, c'est les discours de haine, c'est toutes ces choses-là pour lesquelles on sait qu'il y a des solutions et dont les principales solutions, eh bien, en fait, c'est de mettre des moyens pour les traiter. Mais mettre des moyens, ça veut dire évidemment commencer à dépenser de l'argent, embaucher autre chose que des ingénieurs. Mais on ne peut pas à la fois avoir abandonné l'idée de service public de la communication, parce qu'avant, on avait des services publics de la communication. Quand on envoyait le courrier, la poste, c'était peut-être plus lent que les réseaux sociaux, mais au moins ça respectait des valeurs. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs des réseaux sociaux? Quelles sont-elles? Eh bien, c'est pas du tout celle de notre République, c'est pas celle de notre démocratie, et c'est pas celle de leurs usagers. Et c'est là, finalement, qu'est le souci. On est sur une logique court-termiste et essentiellement financière. Eh bien, on a un service court-termiste et essentiellement financier. D'ailleurs, si Facebook et Twitter vont censurer des bouts de seins et pas des discours de haine raciste, c'est tout simplement parce que c'est la façon dont fonctionnent les États-Unis. Ce qu'on voit, c'est que finalement, Twitter et Facebook, ils appliquent le droit américain, quelque part. Quel modèle américain? Et le problème, c'est que le droit français, il existe. Et je pense que si la France avait, la CNIL par exemple, avait vraiment, ou d'autres régulateurs avaient vraiment envie d'aller pourrir la vie des Facebook, Twitter, dès que RGDP est passé, ils peuvent leur donner des amendes très fortes sur du non-respect de demandes de retrait de contenu qui sont illégaux en France. Je pense qu'il y a vraiment il faudrait que ces plateformes soient plus régulées par
chaque État dans lequel ça s'applique, parce que finalement, mais c'est quelque chose. C'est notre droit. Un dernier mot, Monique Dagnou, il nous reste 30 secondes. Le droit est là. Quoi. Non, je trouve ce débat extrêmement intéressant parce que, en fait, quand l'Internet a explosé, c'est au début des années 2000, les gens qui venaient des anciens médias, par exemple comme moi, ou des régulateurs, on a eu énormément de débats sur savoir comment on allait réguler Internet, mais vous n'avez pas idée, donc ça fait une quinzaine d'années. Et au bout d'un certain temps, finalement, on a dit l'autorégulation, l'éducation, et c'est un sujet qui a un peu disparu pendant quelques années du débat public. Et puis là, il repart en force à cause de ces déclarations, par exemple, des grands dirigeants de Facebook ou d'autres. Et je trouve intéressant, on n'a strictement rien résolu, et maintenant, on se pose la question, il faudrait vraiment réguler les médias sociaux. Merci l'espoir en qu'on tout peut cas. avoir juste, c'est que Facebook s'est pris une telle claque avec l'élection de Trump que là, ils ont vu que ça pouvait, cette haine, etc., desservir leurs intérêts. C'était un événement important. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un